Pont-Saint-Esprit il y a 9 ans. Au mois d'août 1951 exactement, un enterrement, si ce n'est pas 2 tous les jours. L'affaire du pain maudit vient d'éclater. 7 morts, 250 intoxiqués. Toutes les victimes ont mangé du pain provenant de chez un boulanger de la Grande Rue, M. Briand, qu'un médecin, le docteur Vieux, avait pourtant mis en garde. C'est le dimanche matin, vers les 11 heures, que je suis allé à la boulangerie. M. Briand était absent et j'ai dit à sa fille qui servait, j'ai l'impression que votre pain est toxique. Et elle m'a répondu, vous n'êtes pas le premier à me le dire, évidemment, il doit y avoir quelque chose d'anormal. Effectivement, ce pain rendait fou. On reparlait du mal des ardents et l'un des intoxiqués raconte. Je suis resté exactement 21 jours sans dormir. Absolument impossible de fermer l'œil, malgré tous les calmants et somnifères que le médecin a pu m'administrer. Alors il est évident, quand on reste 21 nuits sans dormir, l'esprit travaille. Eh bien, mes nuits, je les ai passées à compter, à murmurer le mot de saxophile, qui ne arrive absolument à rien, sans arrêt, à compter les perles d'un rideau qui se trouvait dans la pièce, ou alors, à certains moments, venir ici, là, sur le palier que vous avez, regarder combien il y avait de hauteur, et il me disait, si tu tombais en bas, tu te ferais mal. Hein? Est-ce que si tu tombais en bas, tu te ferais mal? J'étais attiré par cette espèce de gouffre que je sentais, cette cage d'escalier, mais j'étais cependant assez lucide pour ne pas vouloir sauter, ne pas faire de bêtises. Mais je n'ai pas eu des hallucinations totales comme d'autres l'ont eu, ainsi je peux très bien témoigner. Ma jeune fille, malheureusement, ne s'en rappelle plus, comme je disais tout à l'heure, elle avait 5 ans et demi à ce moment-là. Eh bien, elle avait des crises terribles d'hallucinations, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond de partout, voyant des tigres qui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer, et alors à ce moment-là, criant évidemment, poussant des cris terribles, des cheveux qui lui sortaient de la bouche. Elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux, elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. Voilà, elle a eu vraiment ce qu'on peut appeler alors des hallucinations, comme d'autres, je dirais pontins, comme d'autres... Mais vous vous souvenez de quelque chose, mademoiselle? Oh, rien du tout, monsieur. Mais tout le monde ne s'en est pas aussi bien tiré que M. Carl et sa fille. Où étaient les responsabilités, chez le boulanger Briand ou chez son fournisseur de farine? 2 personnes, M. Carl et M. Delakis, secrétaire de l'association des victimes, donnent leur opinion. Je ne considère pas M. Briand comme ayant une responsabilité majeure dans l'affaire. Les responsabilités doivent être partagées, à notre avis, par le boulanger qui a continué de panifier de vendre du pain, malgré l'avis contraire du docteur, ce que vous venez de dire, et par l'Union meunière qui n'a pas tenu compte des réclamations qui lui avaient été présentées par plusieurs boulangers de la région. Après 9 ans de procès, les victimes n'espèrent plus obtenir justice. Certains, comme M. Delakis, reprochent à l'instruction certaines lacunes. Étant placé, comme je l'ai été, à la tête de l'association des victimes de Pont-Saint-Esprit, j'aurais dû recevoir au moins une fois la visite d'un inspecteur. Or, jamais je n'ai reçu la visite d'un policier. Et aucune des victimes de l'intoxication ne peut prouver aujourd'hui qu'elle a reçu la visite d'un inspecteur de la PJ. Les parents d'une des principales victimes, un jeune homme de 24 ans, M. Moulin, ont demandé au juge d'instruction d'effectuer des prélèvements de viscères sur le corps de leur fils et qui n'ont pas obtenu satisfaction. Pourquoi? Le juge d'instruction leur a répondu les prélèvements de viscères ont déjà été effectués sur le corps de M. Muson, la première victime. Nous savons maintenant à quoi nous en tenir. Ce qui était faux, et que nous ne savons pas 10 ans après à quoi nous en tenir aujourd'hui. Et il a ajouté, vous pouvez faire les prélèvements à vos frais, si vous le voulez, vous êtes libre, mais au point de vue juridique, les analyses n'auraient aucun effet. 9 ans ont donc passé. Le boulanger Briand vend toujours du pain, mais il a refusé de nous parler. Les victimes sont presque toutes sur pied. La vie a repris à Pont-Saint-Esprit où l'on n'achète plus tellement de biscottes. Mais actuellement, où allez-vous l'acheter, votre pain? Maintenant, ah ben nous allons, comme d'habitude, monsieur, chez divers boulangers, et notamment chez M. Briand.
Voici l'organisation de l'œil. La rétine, au fond de l'œil, contient des cellules photoréceptrices. Ces cellules photoréceptrices contiennent des pigments qui captent la lumière, ce qui stimule les cellules. La rétine comporte donc des cellules photoréceptrices, mais aussi d'autres couches de cellules de type neurones. Donc les cellules photoréceptrices, des cellules bipolaires et des cellules ganglionnaires. Sur ce schéma, nous pouvons un petit peu mieux observer l'organisation de la rétine. Elle comprend environ 120 millions de photorécepteurs, 10 millions de neurones bipolaires et environ 1 million de neurones ganglionnaires, dont les fibres nerveuses se rejoignent pour former le nerf optique. On observe ici un enregistrement de l'activité électrique de la membrane des neurones ganglionnaires quand les photorécepteurs sont éclairés ou non. Chaque petit pic se nomme potentiel d'action. La fréquence de ces potentiels d'action est plus grande quand les photorécepteurs sont éclairés par rapport au moment où les photorécepteurs ne sont pas éclairés. Un message a été transmis depuis les cellules photoréceptrices jusqu'aux neurones ganglionnaires. Ainsi, la stimulation des photorécepteurs engendre un message électrique qui se propage le long des cellules nerveuses, depuis les photorécepteurs jusqu'aux cellules bipolaires et jusqu'aux cellules ganglionnaires. Grâce à ce logiciel, on peut zoomer sur la rétine. On observe ici donc des petits points noirs qui schématisent, qui simulent en fait la naissance d'un message nerveux de nature électrique, sa transmission le long des 3 couches de neurones. Et ici, on voit les neurones ganglionnaires qui ici se rejoignent au niveau du nerf optique et qui engendrent un message de nature électrique enregistrable par exemple sur l'écran d'un oscilloscope. Nous observons ici le trajet des neurones en provenance de la rétine. Les neurones ganglionnaires plongent donc dans le nerf optique et vont ici aller jusqu'au relais cérébral. Dans ce relais cérébral, un 4e neurone vient terminer la chaîne qui aboutit au niveau du cortex occipital où sont situés les aires visuelles. Il y a donc une chaîne neuronale qui conduit le message nerveux de nature électrique jusqu'aux aires visuelles. Cependant, si on y regarde de plus près, un petit souci se pose. Allons voir les zones de contact entre les neurones. Voici une observation faite au microscope électronique d'une zone de contact synaptique, par exemple au niveau du relais cérébral entre un neurone ganglionnaire et un neurone aboutissant au cortex visuel. On distingue différentes parties. Ici donc le neurone présynaptique, ici le neurone postsynaptique. On constate que les 2 membranes de ces neurones ne se touchent pas. Il y a donc un espace entre les deux. Il s'agit de l'espace synaptique ou fente synaptique. La synapse est constituée de la membrane présynaptique, l'espace synaptique et la membrane postsynaptique. Alors on peut observer que les 2 neurones ne sont pas tout à fait identiques. En effet, les petits ronds qu'on observe ici sont ce qu'on appelle des vésicules. Ces vésicules contiennent des molécules qu'on ne voit pas vraiment ici, c'est trop petit pour être visible au microscope. Ces molécules s'appellent des neurotransmetteurs. Alors là, nous sommes dans la synapse du relais cérébral. Le neurotransmetteur qu'on va trouver dans les vésicules, c'est la sérotonine. Sur ce document, nous pouvons voir la synapse dans 2 états. Ici, donc, membrane présynaptique, espace, membrane postsynaptique et les vésicules qui contiennent des neurotransmetteurs. Donc ça, c'est quand nos neurones sont au repos. Si un message nerveux parvient au niveau du neurone présynaptique, on va observer ici un mouvement, un déplacement des vésicules qui vont venir fusionner avec la membrane présynaptique. Le contenu des vésicules peut alors être libéré dans l'espace synaptique. Sur cette animation, nous allons voir le fonctionnement de la synapse.
le neurone présynaptique, le neurone postsynaptique. On reconnaît le neurone présynaptique qui contient donc des vésicules qui elles-mêmes contiennent des neurotransmetteurs. Quand un message nerveux de nature électrique arrive au niveau du neurone présynaptique, les vésicules migrent vers la membrane présynaptique, y fusionnent et émettent dans l'espace synaptique leurs neurotransmetteurs. On voit ici les neurotransmetteurs qui se fixent à des récepteurs, qu'on appelle des récepteurs postsynaptiques. Cette fixation engendre un message nerveux de nature électrique dans le second neurone. Alors, chaque synapse possède son type de neurotransmetteur. Par exemple, dans la synapse du relais cérébral, le neurotransmetteur est la sérotonine. Elle stimule le neurone postsynaptique en se fixant à son récepteur de manière complémentaire et permet donc la transmission du message depuis les neurones ganglionnaires vers les neurones aboutissant au cortex visuel. Certaines substances, comme le LSD, sont capables d'engendrer des hallucinations visuelles. Voici une comparaison entre la sérotonine, fixée sur son récepteur, et la molécule de LSD. J'attends de vous que vous émettiez une hypothèse sur la manière dont le LSD peut bien engendrer donc ces hallucinations visuelles.